Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de la Q-Unit dédié au sujet de la dette organisationnelle et comment elle peut faire échouer notre effort de Quality Engineering. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de couvrir les différentes typologies de dette organisationnelle, comment les adresser et pourquoi c'est important de s'y prendre tôt. Et donc on va démarrer par une petite statistique, ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de sources qui sont mentionnées ci-dessous. Donc la statistique concerne le nombre de change efforts qui donc sont des failures au niveau des organisations. Et donc en fonction des statistiques, on est entre 50 et 70%. Donc il y a bien sûr plusieurs causes qui sont inhérentes à cette problématique de transformation des organisations. Néanmoins, la dette organisationnelle est probablement l'une des causes principales qui ralentit et fait jusqu'à arriver les organisations à un niveau d'échec de leur effort de transformation. Et donc aujourd'hui, on va donc couvrir comment la dette organisationnelle peut nous faire échouer notre effort de quality engineering. Et donc on va le faire au travers de ces 6 points. Donc on va déjà couvrir qu'est-ce que la dette organisationnelle et quel modèle on peut utiliser. Et ensuite on va donc adresser chacun des prismes de la dette organisationnelle aujourd'hui avant de terminer par un takeaway. Et donc j'en profite pour partager avec vous donc le MAMOS, c'est le framework du Quality Engineering qu'on retrouve autour de ces 5 lettres, méthode, architecture, management, organization and skills. Et le message principal, c'est que la dette organisationnelle est en fait toute la dette qui n'est pas celle de la dette technique, donc on entend beaucoup parler, que vous pouvez retrouver sur la vidéo sur le point bleu. Par contre, nous avons bien de la dette adressée à 4 niveaux, les méthodologies, le management, les skills et l'organisation. Donc en quality engineering, la dette, c'est la différence entre la valeur attendue et captée, réelle, en fait, celle qu'on délivre aux utilisateurs. Alors un point important que je pense qu'il faut mentionner, c'est que la dette organisationnelle, pour moi, elle va plus loin que certaines définitions que celles qu'on peut trouver. Donc vous trouverez des définitions où la dette organisationnelle, c'est l'impact des décisions qu'on a prises par le passé. Donc moi j'ajouterais 2 éléments déjà principaux, c'est que c'est surtout l'impact décalé dans le temps, on appelle ça les delayed impact en system thinking. C'est un peu comme le fait de voilà, trop manger, ben, on prend pas du poids en sortant de table, on le prend plusieurs jours après, et donc la dette, qu'elle soit organisationnelle ou technique, c'est la même chose. Et après, il y a aussi, je pense, très convaincu, c'est qu'il y a aussi l'impact des décisions qu'on n'a pas prises. Et c'est là où le management doit joue un rôle très fort dans voilà, la qualité des décisions qui sont à prendre dans l'organisation, dans le pilotage. Et donc à la fin, c'est aussi pas seulement ce qu'on a fait ou pas fait et l'impact décalé. Pour moi, c'est aussi, à date, aujourd'hui, quel est le gap en fait de valeurs que les utilisateurs n'ont pas, et du coup ça se traduit beaucoup dans le coût du délai pour les organisations, mais aussi l'opportunity cost qui fait qu'en fait à chaque fois qu'on est trop lent ou qu'on ne remplit pas les exigences des utilisateurs, eh bien, ils vont à la concurrence et donc c'est une perte claire de compétition pour l'entreprise et indirectement de performance financière. Donc on va commencer par couvrir la dette sur l'aspect méthodologie. Et donc dans les méthodes de quality engineering, c'est l'application de la qualité totale et donc des pratiques qu'on peut retrouver du TQM, donc du Total Quality Management. Et donc clairement, des équipes qui ne savent pas suivre des méthodologies, c'est un gaspillage d'argent pour l'organisation et très prépondérant puisqu'on voit qu'en fait il y a beaucoup de méthodologies qu'il faut savoir utiliser au bon moment et qu'il faut réellement réussir à développer au niveau de l'organisation. L'idée n'est pas d'avoir toujours un consultant ou un expert qui est, dont toute l'équipe est dépendante. Il faut réussir à développer des méthodologies au niveau de l'organisation. Et donc, une des principales, je suis convaincu que c'est celle de problem solving, parce qu'en fait, on est quand même largement payé à résoudre des problèmes au long de nos journées. Et donc, pouvoir poser clairement un problème dès le départ et de manière continue, c'est ce qui va ensuite nous permettre de pouvoir sélectionner plus facilement la bonne méthodologie à appliquer, voilà, en partant d'une bonne définition et d'un bon diagnostic de problème. Et donc l'objectif à la fin, c'est bien au travers de l'accumulation, de l'utilisation des bonnes méthodologies, de créer des réelles capabilities d'entreprise. Donc on va passer au second point qui est réellement le rôle de pivot très fort d'orchestration, qui est celui du management. Et donc une des missions très fortes et très attendue du management, c'est donc d'aligner les acteurs autour d'une mission et d'un purpose
partagées. Donc les statistiques sont aussi alarmantes, hein. On voit que voilà, sur une statistique c'est 80%, mais donc ça peut facilement osciller entre 70 et 80% de gens qui ne trouvent pas de sens, ou en tout cas pas d'alignement de sens à leur travail. Ça se retrouve dans une série de symptômes, on entend parler d'organisation politique, de beaucoup d'efforts pour peu de résultats, et puis les gens ont même oublié à la fin qui sont les utilisateurs. Et le message clé ici, c'est que l'alignement de la mission et du purpose de l'organisation, c'est la responsabilité du CEO, et ça doit cascader sur l'ensemble des managers et des acteurs de manière, on va dire, transverse et continue. Et donc ça, c'est un sujet continu de change management qui doit être adressé par le management, c'est sa responsabilité. Il y a un deuxième point aussi au niveau de la dette organisationnelle, et oui, donc les managements ont un rôle très important dans l'achèvement et la mise en place du quality engineering, et donc c'est l'alignement des différentes briques, donc à la fois du MAMOS framework qu'on a couvert, mais aussi sur l'ensemble des chaînes de valeur de l'organisation. Et en fait, il faut réussir à la fois les aligner, mais aussi réaliser les changements nécessaires aux différents endroits. Et donc ça, c'est des causes très fortes d'erreurs et on va dire, de failure d'initiative de change management. C'est qu'on n'a pas réussi à identifier ce qu'il fallait changer et comment le changer à différents endroits de la chaîne. On est resté au stade de la vision. Et donc ça se retrouve dans ce concept de chain link qui vient donc du system thinking et de la stratégie. Et en fait, le message clé, c'est sur ce sujet d'organizational depth, c'est qu'en fait, il faut avoir un équilibre et augmenter le niveau des expertises tout le long de la chaîne sur le high standard pour délivrer le high standard aux utilisateurs. Et en fait, si une des briques de notre chaîne n'est pas au niveau, en fait, ça devient ce qu'on appelle le facteur limitant ou limiting factor de notre système. Et donc concrètement, si vous avez sur votre gauche de chaîne de valeur de delivery logiciel un très bon product management, UX, etc., qui sait faire de super expériences utilisateurs, si au bout de la chaîne, vos équipes d'opération sont incapables de monitorer correctement au high standard, à faire du SRE, de l'observability, etc., et ben en fait, vous n'arriverez pas, l'organisation n'arrivera pas à délivrer l'expérience utilisateur qu'on cherche. Et donc c'est très important d'avoir un alignement complet au plus haut niveau pour répondre au high standard. Et c'est aussi ça qui va faire, ce sont des chaînes de valeur qui deviennent très difficiles à copier par la compétition. On ne peut pas juste copier un seul bout. L'organisation qui veut atteindre le même niveau doit réussir à copier l'entièreté de la chaîne. Et donc c'est bien une responsabilité également du management d'adresser cette thématique. Le point concernant l'organisation, c'est souvent le focus qui manque autour des interactions à valeur ajoutée. En fait, quand on parle d'organisation, on pense tout de suite au diagramme voilà, d'organisation hiérarchique. Et en fait, les organisations, il faut plutôt le voir comme un système, un peu comme les plans d'une ville. Il y a les plans de la ville qui sont, oui, importants. Par contre, après, c'est bien pour que des voitures, des piétons, des buildings ils soient construits et soient modifiés. Et en fait, dans l'architecture de l'organisation, c'est le même type de concept. Il faut pas du tout, et il faut vraiment considérer les interactions comme clés. Parce qu'en fait, on le voit dans cette chaîne de réaction, c'est que les interactions et la structure, c'est en fait ce qui va driver les impacts. Donc en fait, la structure organisationnelle drive ensuite les interactions, qui va parler à qui, est-ce que les bonnes expertises vont pouvoir se composer pour répondre aux besoins des différentes tâches. C'est ce qui va ensuite définir les priorités que l'organisation va adresser, ce qui va résulter en action et à la fin de la journée aux impacts et donc à la valeur qu'on va créer ou pas pour nos utilisateurs. Et donc le focus sur la structure est extrêmement important pour les organisations et pour créer des interactions à valeur ajoutée. En fait, bah, si on n'arrive pas à faire ça, et ben, le résultat c'est que les expertises ne sont pas trouvées, ou en tout cas on ne compose pas, il n'y a pas les interactions nécessaires, et on n'arrive pas à répondre aux enjeux de nos utilisateurs. Sur la partie compétences et skills, donc en fait bah, c'est un peu une conséquence et très liée à la partie organisationnelle, c'est que pour ensuite délivrer une expérience au high standard pour nos utilisateurs, ben en fait on n'a pas le temps de s'entraîner, voilà, comme sur de la musique, on n'a pas le temps de s'entraîner le jour du concert. Donc en fait c'est le challenge qu'on a en quality engineering et dans la compétition de transformation digitale, c'est qu'on doit réussir à continuer à construire, à composer les skills de plusieurs façons. Donc on a
notre stratégie de talent acquisition pour capter des talents en interne et en externe de manière plus pérenne dans l'organisation. On peut aussi avoir recours à des partenariats, principalement avec des entreprises privées ou des institutions publiques, et on peut aussi avoir recours à tout ce qui est la partie freelance et qu'on appelle la gig economy. Et à la fin, en fait, cette composition de skills, c'est ce qui doit nous permettre vraiment d'appliquer des skills, les composer et réellement créer une différenciation dans ce qu'on arrive à créer pour nos utilisateurs. Et en fait, le point clé, c'est qu'on n'a pas le temps de faire des plans de training à 6 mois, un an. C'est qu'on doit réussir à composer très rapidement des expertises pour délivrer ce qui est attendu par nos utilisateurs et en parallèle créer du temps continu pour adresser la partie formation, etc., des compétences, mais pas, encore une fois, le jour du concert. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans ce slide de conclusion sur l'impact. En fait, si on n'adresse pas notre dette organisationnelle, et bien en fait on ne livrera pas la valeur pour nos utilisateurs et on donc, se prendra un mur, donc, la fameuse expression. Donc en fait la manière d'adresser ça, c'est d'adresser en continu le refactoring de la dette organisationnelle comme la dette technique. Et donc ça veut dire qu'il faut bien sûr en avoir conscience, le reconnaître, et qu'on arrive à convaincre le top management d'un investissement. On parle d'argent à la fin, où il faut qu'on arrive à ce que les stakeholders soient tous convaincus qu'il faut investir en continu dans l'optimisation de nos processus, l'implémentation du paradigme de Total Quality, l'amélioration continue, la suppression des défauts, etc. Et c'est ce qui nous va permettre de réellement garder une capacité d'innovation, la composition des skills, etc. Là où au contraire, si on le fait partiellement ou pas du tout, et bien en fait, ça va ou retarder ou bien juste accélérer le temps à ce que l'organisation se prenne un mur, et donc ça peut être voilà, ne pas réussir à un projet critique et donc tomber dans la statistique d'échec, ou bien juste que la compétition soit tellement forte que l'entreprise doit arrêter certains business ou même complètement son entreprise. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui autour de la dette organisationnelle. Vous pouvez retrouver plus de contenu autour de ce sujet sur le blog. Il y a également un article dédié au change management et au tipping point du quality engineering très lié à ce sujet que vous pouvez consulter. Et donc je vous laisse avec cette quote pour la fin de la journée. Voilà, j'ai aussi un peu appuyé le point sur le rôle du management aujourd'hui dans le quality engineering et dans la gestion de la dette organisationnelle. Et donc moi je suis intimement convaincu que c'est effectivement les leaders qui doivent agir. Moi j'aime pas parler de managers, on parle de leaders qui font l'action et la différence pour implémenter le quality engineering. Voilà, merci pour votre temps et puis à la prochaine.